Jean Marais était une figure marquante du cinéma français, célébré pour ses performances éblouissantes dans des films emblématiques comme La Belle et la Bête et Orphée. En tant que muse du légendaire Jean Cocteau, Marais a contribué à redéfinir le paysage de l'expression artistique au milieu du XXe siècle. Cependant, sous la surface de sa carrière illustre, se cachait une histoire poignante et tragique, en particulier en ce qui concerne sa relation avec son fils, Serge Ayala. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les réalisations remarquables de Jean Marais et les événements déchirants qui ont finalement conduit au tragique décès du père et du fils. Rejoignez-nous pour découvrir les complexités de leur vie et l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Jean Marais, la souffrance silencieuse. Jean Marais est décédé le 8 novembre 1998, à l'âge de 84 ans, après une longue et secrète bataille contre un cancer de la colonne vertébrale. Sa maladie était inconnue de lui durant la majeure partie de ces dernières années, et son décès a été officiellement attribué à une insuffisance cardiaque, la même cause de décès que celle de son compagnon de longue date et collaborateur artistique, Jean Cocteau, 35 ans plus tôt. Cependant, des détails biographiques récents ont révélé que Marais souffrait d'un cancer de la colonne vertébrale depuis 1988, un fait qui lui avait été caché par ses proches amis et médecins. Selon la biographie de Sandro Cassati, Jean Marais, une histoire vraie, Hachette, 2013. Marais a commencé à ressentir de vives douleurs au dos en 1988, à l'âge de 75 ans. Après avoir subi plusieurs tests médicaux, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer de la colonne vertébrale. Inquiets pour son état émotionnel, ses amis proches, Joe et Nini Pasquali, ont demandé aux médecins de lui cacher la véritable nature de sa maladie. Au lieu de cela, ils lui ont permis de croire que sa douleur était due à une rhumatismale qui s'aggravait. Pour gérer son inconfort, Marais a commencé à nager, pensant que cela l'aidait à atténuer ses symptômes. Au fur et à mesure que le cancer progressait lentement, Marais a continué à vivre sa vie le plus normalement possible. Au début des années 1990, il a déménagé dans la ville paisible de Vallauris, dans le sud-est de la France, où il consacrait son temps à la peinture et à la sculpture. Malgré la détérioration de son état, il était resté actif dans ses activités artistiques, faisant preuve d'élégance physique et morale, même lorsque la maladie commençait à le rattraper. À l'automne 1997, la santé de Marais s'était considérablement détériorée. Alors qu'il se préparait à jouer dans La Tempête de Shakespeare à Paris, il a subi une attaque soudaine, ce qui a conduit à son hospitalisation pour une double pleurésie. Après sa sortie, il est retourné chez lui à Vallauris, où il a subi des transfusions sanguines et une chimiothérapie en secret, alors que le cancer continuait à l'affaiblir. Au printemps 1998, Marais a eu une chute sévère, ce qui a encore diminué ses capacités physiques. À partir de ce moment-là, il a attendu la mort avec un courage remarquable, acceptant son destin sans peur. Comme il l'a déclaré lors d'une interview avec l'Express, en 1997, « Rien ne me fait peur, ni la mort, ni l'infirmité. J'ai eu tellement de chance dans la vie. » Il a accepté sa santé déclinante avec grâce, reconnaissant qu'il avait déjà vécu au-delà des 70 ans chanceux qu'il aurait volontiers signés dans sa jeunesse. Marais est décédé paisiblement le 8 novembre 1998, laissant derrière lui un héritage en tant que l'un des acteurs les plus aimés de France. Bien que sa cause officielle de décès ait été une insuffisance cardiaque, on sait maintenant que le cancer dont il n'a jamais été informé avait lentement pris sa vie. Même après sa mort, la mémoire de Marais continue de résonner auprès des fans et des amoureux de l'art. Cependant, au début de 2016, une tragédie s'est produite lorsque sa tombe au cimetière de Vallauris a été profanée. Une sculpture de tête de lion que Marais avait lui-même créée pour orner sa tombe a été volée. Cet acte de vandalisme a choqué beaucoup de monde, Marais étant non seulement une figure chérie du cinéma français,
mais aussi un artiste talentueux qui a continué à sculpter et à peindre jusqu'à ses derniers jours. L'héritage tragique de Serge Ayala. La lutte d'un fils. Jean Marais lui-même n'était pas au courant qu'il avait un fils. L'histoire de Serge Ayala, le fils de Jean Marais, est remplie de tristesse et de luttes personnelles, se terminant finalement dans la tragédie. La vie de Serge a été assombrie par une longue et douloureuse bataille d'héritage après la mort de son père en 1998. Une bataille qu'il a gagnée, mais qui n'a guère apporté la paix. Né le 31 août 1942, l'existence de Serge a été une surprise pour Jean Marais, qui n'a appris son existence que lorsque Serge était déjà adulte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme nommée Maria Ayala a affirmé avoir eu un enfant avec Marais suite à une brève rencontre. À l'époque, Marais ne la croyait pas, mais des années plus tard, il a rencontré Serge dans un bar et a appris la vérité. Reconnaissant son fils en 1963, Marais a aidé Serge à emprunter différents chemins dans la vie, passant de jockey à chanteur au milieu des années 1960. Les deux ont même travaillé ensemble dans le film Sept gars et une fille en 1967. Cependant, malgré leur relation, Marais et Serge n'ont jamais développé le lien étroit que l'on pourrait attendre entre un père et son fils. Marais a par la suite exprimé des regrets quant au manque d'affection de Serge envers lui. En 1996, Marais a pris la difficile décision de déshériter Serge, laissant tout à son ami proche Nicole Pasquali. Cela a conduit à une longue bataille juridique après que Marais soit décédé de complications de santé en 1998, une lutte que Serge a finalement remportée. Pourtant, récupérer la succession de son père n'a pas apaisé la solitude qui semblait hanter Serge. Vivant isolé, avec seulement ses chiens pour compagnie, Serge n'a trouvé aucun réconfort dans sa victoire. Malgré le fait d'avoir récupéré son héritage légitime, le coût émotionnel de la bataille et ses luttes personnelles continues se sont révélés trop lourds à porter. En mars 2012, Serge a tragiquement mis fin à ses jours à Villiers-sur-Marne. Un ami proche a ensuite raconté comment Serge avait lutté contre une profonde solitude malgré le soutien de ceux qui l'entouraient. En fin de compte, l'héritage pour lequel il s'était battu si durement n'a pas pu guérir les cicatrices émotionnelles qui étaient profondément ancrées. Son histoire est un rappel déchirant que la richesse et les possessions matérielles ne peuvent pas toujours apporter le bonheur ou résoudre les tourments intérieurs. L'acteur forgé par le chagrin. L'acteur a eu une enfance troublée. Jean-Alfred Villain-Marais, selon l'extrait de son acte de naissance numéro 756/173 de la ville de Cherbourg, est né d'Alfred Villain-Marais et d'Aline-Marie-Louise Vassor. Jean a toujours considéré Marais comme son véritable nom, car son père l'avait également adopté. Selon Sandro Cassati, le biographe de Jean, sa mère, d'origine alsacienne, a été élevée par sa tante Joséphine Bézon et a officiellement pris le nom d'Henriette Bézon. Elle a utilisé ce nom lorsqu'elle a épousé Alfred Villain-Marais le 20 octobre 1905 à Neuilly-sur-Seine. Le couple a déménagé à Cherbourg, où Alfred a ouvert une clinique vétérinaire. Ils ont eu un fils, Henri, né le 19 décembre 1909, et une fille en 1911, qui est tragiquement décédée 2 ans plus tard. Profondément en deuil, Henriette voyait Jean, né en 1913, comme un substitut de son enfant perdu. Elle l'a même habillé en fille jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. En 1914, le père de Jean a été envoyé au front à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Il est revenu en 1918, gravement blessé, et a été décoré de la Croix de guerre. À ce moment-là, ses fils, âgés de 9 et 5 ans, ne le reconnaissaient pas et l'appelaient « Monsieur ». Henriette a décidé de quitter Alfred, déménageant dans la région parisienne avec ses fils, sa mère et sa tante Joséphine. Elle craignait d'être retrouvée et de perdre la garde de ses enfants, bien qu'aucun divorce officiel n'ait jamais été demandé. Jean avait peu de contact avec son père et a principalement été élevé par les femmes de sa famille. Henriette, cependant, avait ses propres problèmes,
y compris une compulsion à voler, ce qui a conduit à plusieurs séjours en prison. Pendant ces périodes, Jean lui écrivait des lettres, bien que sa tante Joséphine se chargeât discrètement d'adresser les enveloppes pour le protéger. Les lettres de sa mère arrivaient toujours. Henriette a changé de nom plusieurs fois, adoptant d'abord Morel, puis passant au nom de Rosalie. Le lien entre mère et fils s'est renforcé en l'absence de son père. Jean ne reverrait plus son père pendant près de 40 ans. Lorsqu'ils se sont finalement retrouvés, sa mère lui a révélé que son véritable père n'était pas Alfred Villain-Marais, mais son parrain, Eugène Houdaille, qu'il avait connu comme son oncle. Cette affirmation a cependant été contestée plus tard par un ami proche de la famille, le docteur Hervé. La passion de Jean pour le théâtre a commencé dès son jeune âge, favorisé par des sorties fréquentes au cinéma avec sa mère. Il idolâtrait l'actrice américaine Pearl White pour ses cascades, mais a été désillusionné en apprenant qu'elle était souvent doublée dans ses films. Malgré cette déception, Jean la créditait comme la source de son inspiration pour devenir acteur. Il était également captivé par les rôles de héros intrépides de Douglas Fairbanks et par la grâce juvénile de Mary Pickford, bien qu'il considère toujours sa mère comme son héros ultime. En 1921, Jean a rejoint son frère dans un internat à Saint-Germain-en-Laye. Bien qu'il excellât en récitation et en gymnastique, il avait des difficultés académiques et était élevé d'une main stricte par sa mère. Ces défis ont poussé Jean à se rebeller. Il est devenu un élève insoumis et espiègle, se battant et mentant fréquemment. Ses mauvaises notes et son comportement ont finalement conduit à son expulsion de plusieurs écoles. Après une brève et tumultueuse carrière scolaire, Jean a quitté l'école à 16 ans. Jean a occupé divers emplois pour joindre les deux bouts, y compris travailler comme caddie au parcours de golf de Bougival, comme apprenti dans une entreprise de matériel radio et comme ouvrier dans l'usine Pathé à Chatou. Cependant, c'est dans un studio de photographie à Paris qu'il a rencontré le photographe de portrait Henri Manuel, qui est devenu un mentor. Manuel a non seulement encouragé Jean à lire et à s'auto-éduquer, mais il l'a également initié au théâtre. Il l'a orienté vers l'inscription à un cours de théâtre au Conservatoire Maubel à Montmartre. En 1932, Jean a de nouveau déménagé avec sa mère dans un petit appartement de 2 pièces à Paris. Et à 19 ans, il est parti pour faire son service militaire, marquant le début de sa vie d'adulte. Le chemin vers la célébrité et le cœur brisé. Jean Marais a commencé sa carrière d'acteur en 1933 comme figurant dans les films de Marcel L'Herbier. Cependant, L'Herbier ne lui a jamais vraiment donné l'opportunité qu'il espérait en raison de la voix aiguë de Marais qui ne correspondait ni à son apparence physique ni à son âge. Après avoir échoué à être admis au Conservatoire d'art dramatique à Paris en 1936, Marais est devenu apprenti au théâtre de l'atelier de Charles Dulin. Là, il a été introduit aux pièces classiques, prenant des rôles mineurs pendant 3 ans, gagnant seulement 10 francs par jour, ce qui l'a aidé à financer ses cours de théâtre. En 1937, Marais a rencontré Jean Cocteau lors d'une audition pour la réinvention de Oedipe Roi par Cocteau. Cette rencontre a changé sa vie. « J'ai vécu 24 ans avant de naître », a-t-il déclaré, réfléchissant plus tard. « Je suis né 2 fois, une fois le 11 décembre 1913, et de nouveau ce jour-là, en 1937, lorsque j'ai rencontré Jean Cocteau. » Cocteau, le réalisateur et dramaturge, est tombé amoureux du jeune acteur et est devenu son mentor, aidant à cultiver l'éducation littéraire et artistique de Marais sans jamais se moquer de son manque de connaissances. En retour, Marais a aidé Cocteau dans sa lutte contre la dépendance à l'opium. Selon Carole Weisweiler, une biographe, Marais a refusé de se livrer à la consommation de drogue, démontrant son indépendance inébranlable. Tout au long de sa vie, il a également travaillé pour aider sa mère à lutter contre sa kleptomanie et à continuer à soutenir le rétablissement de Cocteau. Pendant l'occupation nazie de la France, Cocteau et Marais étaient souvent présents à la télévision allemande à Paris. Cocteau a donné à Marais son premier rôle important dans Oedipe Roi, où il jouait un membre du chœur, un rôle muet.
Toujours aux prises avec sa voix aiguë, Marais a fini par la profondeur en fumant délibérément des cigarettes, même au risque de sa santé. Dans cette performance, il est apparu enveloppé de bandages, un costume conçu par Coco Chanel, une proche amie de Cocteau. Son apparence presque nue sur scène, allongé devant le public et le regardant droit dans les yeux, a suscité un véritable émoi. Des photographies de Marais dans ce costume audacieux ont été largement publiées, et il est devenu le sujet de ragots. Plus tard dans la même année, Marais a repris le rôle de Galahad dans Les Chevaliers de la Table Ronde de Jean-Pierre Aumont. Bien que les critiques aient été sévères, certains disant « Quant à Jean Marais, il est beau, et c'est tout ». Marais a reconnu son manque d'expérience et s'est engagé à améliorer son art. Gagnant désormais 60 francs par jour, il a pu soutenir financièrement sa mère. En 1938, Cocteau a écrit « Les parents terribles », spécifiquement pour Marais, une pièce qui allait cimenter sa carrière au théâtre. Marais a incarné Michel, un jeune homme aux émotions intenses, riant, pleurant et se jetant par terre. La pièce a été censurée plusieurs fois pour son immoralité perçue et ses suggestions d'une relation incestueuse entre la mère et le fils. Néanmoins, la performance de Marais a été un triomphe. Il se sentait plus riche que jamais, gagnant 250 francs par jour, et a donné 100 francs à sa mère pour la dissuader de voler. Cocteau a loué la passion de Marais et sa détermination à surmonter les habitudes d'hier. L'admiration de Marais pour l'actrice Yvonne de Bray, qui a co-vedette dans la pièce, a également été notée. En 1948, cherchant un nouveau départ et plus de liberté, Jean Marais quitta la compagnie de Jean Cocteau et s'installa sur une péniche nommée Le Nomade, amarrée le long de la Seine au 78 boulevard Koenig à Neuilly-sur-Seine. Cette distance a transformé leur relation de partenaire romantique en une dynamique plus de mentor-élève. Bien que son amour pour Cocteau se soit transformé en une forte amitié, Marais est resté dévoué à lui jusqu'au dernier jour du poète. Comme l'a écrit Bertrand Meyer-Stablet, Marais inspirait Cocteau et Cocteau donnait vie à Marais. Cette même année, Marais a connu un grand succès dans la pièce Chérie de Colette, se produisant aux côtés de Valentine Tessier. Cependant, lorsque la version cinématographique a été produite en 1950, il a refusé le rôle par solidarité avec Tessier, qui avait été écartée du projet pour être jugée trop vieille pour l'écran. Par la suite, Marais a été invité à une tournée théâtrale au Moyen-Orient, couvrant l'Égypte, la Turquie et le Liban, avec des représentations allant de mars à mai. Organisée par le directeur de théâtre Fernand Lombroso, la tournée présentait une programmation éclectique de 7 pièces pour 6 spectacles, y compris La Machine infernale, Les horribles parents, Les monstres sacrés de Cocteau, ainsi que des œuvres d'Anouilh, Racine, Sartre et Feydeau. Les publics ont accueilli les performances avec un accueil retentissant. À peu près à la même période, Marais a interprété le rôle de Roméo dans une adaptation radio de Roméo et Juliette, aux côtés de Josette Day, dans le cadre de la série All of Shakespeare in 18 épisodes de Jean Cocteau. De plus, il a joué Orphée dans le célèbre film Orphée de Cocteau, aux côtés de Maria Casares et François Périer. En réfléchissant à ce rôle plus tard, Marais l'a décrit comme « une tâche glorieuse, la plus belle récompense que j'aurais pu rêver ». Le film a remporté le prix international des critiques au Festival de Venise, marquant leur dernière grande collaboration, sauf pour une brève apparition dans le dernier film de Cocteau, Le Testament d'Orphée. Peu après, Marais a rencontré le danseur américain George Reich, avec qui il aurait une relation pendant les 9 années suivantes. Les années 1950 se sont avérées être le sommet de sa carrière, alors qu'il continuait à jouer dans film après film. Il a retrouvé Michel Morgan pour le film Le Château de Verre de René Clément, le duo étant surnommé le couple idéal du cinéma français. Les deux acteurs ont remporté le prix de la victoire du cinéma français pour le meilleur acteur et la meilleure actrice au Festival de Cannes. Marais a également travaillé avec des actrices renommées comme Alida Valli, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot, ainsi que des réalisateurs comme Marc Allégret et Jean Renoir.
Lorsque Marais est revenu à la Comédie Française, il a assumé les rôles doubles d'acteur et de directeur, un exploit inhabituel pour quelqu'un qui n'avait que 38 ans. Il a réalisé et joué Nero dans Britannicus, défiant le style déclamatoire traditionnel du théâtre. Son approche peu conventionnelle a suscité un mélange d'applaudissements et d'indignation de la part du public, rappelant les révolutions artistiques passées comme la querelle des anciens et des modernes. Plus tard, Albert Wilmets a nommé Marais directeur artistique du Théâtre des Bouffes parisiens. Là, il a dirigé et joué aux côtés de Jeanne Moreau dans la pièce de Cocteau, La Machine infernale. Pendant la tournée de la pièce, il a appris le décès d'Yvonne de Bray, qu'il considérait comme une seconde mère, ce qui l'a profondément affecté. L'année suivante, Marais a dirigé Pygmalion de Georges Bernard Shaw, concevant également le décor et les costumes, avec Jeanne Moreau impressionnant le public dans le rôle d'Élisa. 1954 a marqué le sommet du succès cinématographique de Jean Marais avec Le Comte de Monte-Cristo, une deuxième adaptation en couleur du roman d'Alexandre Dumas, réalisé par Robert Vernet. Pendant l'âge d'or des films de cap et d'épée en France, Marais est devenu l'une des stars de premier plan du genre, captivant le public avec des films visuellement spectaculaires et réalisant beaucoup de ses propres cascades. Ses compétences de cavalier et d'escrimeur avaient déjà été brièvement mises en avant dans La Belle et la Bête et Les Chouans. La villa emblématique de Jean Marais mise en vente. En 2023, comme révélé par Nice Matin, cette propriété exceptionnelle, offrant des vues à couper le souffle, est désormais à vendre. L'agence Côte d'Azur Sotheby's International Realty, en charge de la vente, met en avant son jardin paysager de 15 000 mètres carrés, sa grande piscine à eau salée avec des carreaux bleus corse et ses 511 mètres carrés d'espace de vie luxueux. Pour acquérir cette villa où Jean Marais a vécu avec son amour passionné, Jean Cocteau, les acheteurs potentiels devront investir la somme incroyable de 13,7 millions d'euros. La propriété emblématique de Jean Marais offre de nombreux avantages. Niché dans la nature, le domaine dispose de 10 pièces et 7 chambres, ainsi qu'un potager avec environ une centaine d'oliviers pour produire sa propre huile. De nombreux cyprès entourent la propriété. Bien que la maison ait été conçue par l'acteur et son architecte, elle a subi une rénovation complète en 2001, 3 ans après la mort de l'acteur. Architectural Digest a révélé que la villa, située à environ 30 minutes de Cannes, a accueilli des stars comme Gabriel Chanel, Pablo Picasso et Pierre Cardin pendant l'époque de Marais, qui aimait recevoir des amis chez lui. Pour les amateurs d'art et les passionnés de Provence qui en ont les moyens, cette luxueuse bastide provençale raconte une partie de l'histoire d'un géant du cinéma français. En réfléchissant aux vies poignantes de Jean Marais et de son fils Serge, cela nous rappelle à quel point les relations complexes peuvent façonner nos destins, souvent de manière inattendue. Leur histoire est remplie à la fois de brillance artistique et de lutte personnelle profonde, culminant en une tragédie qui résonne encore aujourd'hui. Quelle pensez-vous était la principale raison de la fin tragique de Serge? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu explorant la vie de figures remarquables. Votre soutien nous aide à mettre en lumière ces histoires importantes.